Donc bonjour à tous, bienvenue. Je suis avec mon ami Michel, toujours prêt à vous donner des informations. Donc c'est l'épisode 3, hein. Vous nous excuserez, on n'avait pas noté la première vidéo, on n'a pas dit que c'était l'épisode 1. Mais si vous nous suivez, on est rendu à l'épisode 3. Et je donne la parole à Michel, il a beaucoup de choses à vous dire. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions à Michel. À toi Michel. Ouais, bonsoir Philippe. Allez, bah, c'est un plaisir de se revoir tous. Eh ben, chapeau vraiment pour l'auditoire et chapeau pour les commentaires. Vraiment, vous êtes super. Au niveau des commentaires, je m'attendais pas à ça, hein, je vous dis franchement, hein. Je pensais être avec des gens plus terre à terre au milieu agricole, vous voyez, mais franchement, vous êtes au top. Voilà, alors donc on va commencer la troisième séquence. Je vous avais dit lors de la deuxième séquence qu'au XIIIe siècle, on avait eu l'émergence de la bourgeoisie marchande. Et je vous avais expliqué que cette bourgeoisie marchande commençait à s'infiltrer dans les fonctions régaliennes, c'est-à-dire des fonctions de police ou de justice. Ces gens-là commençaient à s'immiscer. Et à cette époque-là, un petit peu plus tard, vers les années 1450, 1490, il y a eu deux courants qui se sont affrontés, surtout en Italie. Parce que l'Italie a une place prédominante, parce que lorsqu'on a eu les croisades, qui ont commencé dans les années 1095, tout le transport des croisés la Terre Sainte se passait par l'Italie. C'était tous les marins génois, c'était toutes les Venise, c'est tous ces gens-là qui faisaient le transport. Donc il y a eu d'énormes intérêts marchands autour de l'Italie. Et à cette époque-là, il y avait deux courants qui s'affrontaient. Alors vous allez voir, c'est encore vachement d'actualité. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc il y a un premier courant qui est porté par le clergé conservateur, et notamment par un moine dominicain qui s'appelait Jérôme Savonarole. Et Jérôme Savonarole, à Florence, il s'était insurgé contre la curie romaine, contre le pape, parce que je vous avais dit que après le concile de Nicée, la religion catholique était devenue une religion politique, un peu comme l'islam de France, hein, c'était ça en fait, hein. On voulait faire l'unité des peuples, on voulait, voilà, et on était dans une religion qui devenait très politique. Et Jérôme Savonarole s'insurgeait contre ça, parce qu'en fait, toute la corruption bénéficiait donc au pape, qui lui permettait de financer les croisades. Et là, en fait, Florence, c'était la ville des Médicis. Les Médicis, c'était des banquiers, c'était des prêteurs sur gage et des usuriers. Donc Savonarole était révolté de voir comment les pauvres se faisaient gruger par les Médicis. Et il avait en face de lui, en fait, un deuxième courant, qui est un courant complètement opposé, qui était un courant humaniste. Hein, quand je disais que la franc-maçonnerie était née des courants humanistes, on est en plein dedans. Et c'était ces courants-là qui étaient en face et qui étaient notamment portés par l'influenceur de l'époque, hein, on l'appellerait un influenceur, hein, qui était à l'époque Nicolas Machiavel. C'était les deux courants, courant progressiste et illuministe et courant catho qui était en face. Et sous l'influence de Jérôme Savonarole, la ville de Florence va refuser de rejoindre la Ligue catholique du fameux pape corrompu espagnol. Alors, espagnol, c'est très important, hein, qui s'appelait Rodrigo de Borgia, donc qui était connu sous le pape Alexandre VI, donc contre les Français. Savonarole s'était allié au roi de France, trouvé beaucoup plus respectable que la dynastie des Borgia qui était à la papauté. Et Savonarole et les habitants de Florence à l'époque, qui n'en pouvaient plus, se sont alliés au roi français Charles VIII, qui avait envahi l'Italie. Et les Médicis ont été chassés du pouvoir de la République de Florence. Ils ont été littéralement chassés. Et là, vous allez voir, je vous raconte ça parce que ça a une importance après sur la France. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les Médicis seront remis au pouvoir avec l'aide du pape, avec la fameuse aide du pape Rodrigo de Borgia, ce pape espagnol. C'est lui qui va remettre les Médicis au pouvoir.
Et là, on est donc à l'époque, ce que je vous disais tout à l'heure, où les Borgia pratiquent l'usure, financent le pape pour faire les croisades. Et c'est à cette époque que naît la mafia. La mafia que l'on connaît aujourd'hui, elle naît à cette époque-là. Donc tu dirais quelle Parce que, année? Quelle année? là, on est à la fin des années 1400. Et en fait, c'est suite aux invasions françaises qui se font en Italie que les milices paysannes qui s'insurgent contre les invasions françaises, qui prêtent main forte à l'armée, en fait. C'est là que ces milices paysannes vont devenir des sectes criminelles. Et ces sectes criminelles, elles vont devenir sectaires au contact de la franc-maçonnerie. Vous avez vu que dans la mafia comme dans la franc-maçonnerie, vous avez une structure pyramidale. Hein, il y a le capot des capots qui est là-haut, qui touche à rien. Il y a ses sous-fifres en dessous. Et à la fin, il y a ceux qui ont les mains dans le cambouis, ceux qui font les homicides et les sales affaires. Il y a 3 étages. C'est pyramidal. C'est exactement comme les degrés de la maçonnerie. Les membres sont cooptés. La mafia, la maçonnerie, ça fonctionne pareil. Et en fait, vous avez des rituels d'appartenance. Hein, dans la maçonnerie, vous voyez, hein, on prend une image d'un saint ou de la Vierge, on y met le feu et on tient l'image jusqu'à temps qu'elle soit complètement consumée dans la main. Voilà le rituel d'appartenance de la mafia en Italie. Donc, vous voyez que quand je vous disais que la société ne reposait que sur 2 piliers, la franc-maçonnerie qui met les milieux, tous les milieux communistes ou les milieux démocratiques en place, et vous avez le deuxième pilier qui est un pilier criminel. Et aujourd'hui, je pourrais vous expliquer, on pourrait faire une émission là-dessus, je pourrais vous expliquer comment les grands médias sont tous dans la main du crime organisé. Tous. Hein, je vais vous expliquer brièvement. Vous avez Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, Stéphane Courby, c'est Banigé. Banigé, c'est qui? C'est Vivendi Universal. Vivendi Universal, c'est Universal. Et Universal a été créé par Samuel Bronfman. La famille Bronfman, qui étaient des Canadiens, qui ont participé donc à fournir la mafia italo-américaine en alcool. Vous vous rendez compte? Le trafic d'alcool canadien, la famille Bronfman, Samuel Bronfman, vous le retrouvez, c'est lui qui a monté les salles de cinéma Universal, le cinéma américain. Quand vous regardez des gens comme Hanouna ou comme Courby ou des choses comme ça, vous êtes dans les petites mains de la mafia, tout simplement. Et je pourrais en dire d'autres. Hein. Vous avez la l'AFP, la source officielle de tous les médias français. Oui. Il vient d'où le directeur de l'AFP? Il vient de Vivendi Universal. Son directeur juridique, il vient aussi de Vivendi Universal. Alors ils ont le droit, hein, mais ça devrait quand même nous interroger. Parce que Hein, l'AFP, j'ai rien contre le directeur de l'AFP, j'ai rien contre son directeur juridique, mais ça pose question. Quand vous connaissez l'origine de Vivendi Universal, ça pose question. Voilà, moi je suis là-dedans. Hein, j'essaye de vous expliquer de la manière la plus complète, mais voilà, je suis pas à vouloir critiquer un tel ou un tel, c'est pas du tout mon intention. Moi, c'est juste de vous éclairer oui, c'est sur ce que je redonner suis en des train de faits. trouver. Donner des faits, c'est tout. Moi, je suis qu'une personne qui s'intéresse aux faits, c'est tout. Rien d'autre. Donc, la mafia, plus tard, bah, comme je vous expliquais, la mafia italienne, elle va migrer aux États-Unis, hein, puisque ça va devenir la mafia italo-américaine. Alors, ne soyez pas surpris quand vous voyez l'IOR, l'Institut des œuvres de religion, qui sont la banque du Vatican, qui ont été tenus à une époque par une secte américaine qui s'appelait les Chevaliers de Colomb. Et soyez pas surpris que l'IOR ait blanchi l'argent du crime organisé de la mafia italienne et italo-américaine. Puisque n'oubliez jamais que les 3 places boursières, les 3 places financières mondiales, vous avez la City de Londres, Oui. vous avez Washington DC Oui. et vous avez le Vatican. Ce sont les 3 principales sources financières. Donc, vous voyez, tout ça s'explique par l'histoire. Voilà. Donc, soyez pas du tout surpris de tout ça. Donc, on va arriver ensuite
donc on va arriver vers les années 1560 en France, où François II, donc le roi de France, qui est le fils de Catherine de Médicis, va arriver sur le trône de France. Et Catherine de Médicis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va conseiller à son fils de prendre un chancelier, donc un premier ministre et un garde des Sceaux, ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelle Michel de l'Hospital. Ah, Michel de l'Hospital. Et Michel de l'Hospital, c'est tout simplement un huguenot déguisé, c'est un protestant déguisé. Et ce type, il va chercher à rallier les huguenots à l'Église catholique. Et lorsque le second fils de Catherine de Médicis, Charles IX, va monter sur le trône, en 1563, eh ben, naturellement, Michel de l'Hospital va créer la justice commerciale. Donc, les charités bien ordonnées commencent par soi-même. Donc, les litiges commerçants seront traités, jugés par les riches commerçants. Voilà. Ça va nous amener jusqu'à l'histoire d'aujourd'hui. Ça va nous amener jusqu'à l'histoire d'aujourd'hui. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc, à l'origine, les juges commerçants, ils sont élus par leur père. Oui. Naturellement, c'est ceux qui sont les plus en vue, ce sont les plus en vue, ceux qui sont les plus en vue qui sont effectivement élus. C'est jamais le petit commerçant qui va, c'est toujours le gros commerçant qui va se porter très en vue et qui est le plus connu, ce qui est normal. Ensuite va arriver la Révolution française. Oui. Et à la Révolution française, là, on va vraiment avoir l'appellation tribunaux de commerce. Là, ça va se faire dans l'enceinte de tribunaux, les tribunaux de commerce. Et là, les juges consulaires, les juges marchands, ne seront plus élus par leur père, mais ils seront désignés par les préfets. Par les préfets. Jusqu'en quelle année à peu près? Alors, j'ai plus en tête parce que je simplifie pour la compréhension des gens. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, les juges consulaires seront cooptés par leur père. En Aujourd'hui. fait, aujourd'hui, ils sont cooptés. C'est pas compliqué. Ils sont tous membres de Rotary, de Lions Club, de Kiwani, de toutes ces organisations-là. Ils sont tous proches des CCI. Ceux qui gèrent, Des, ceux qui gèrent les tribunaux de commerce aujourd'hui en France. voilà. Puisque moi, j'ai été ami avec le président de la commission parlementaire, François Colcombé, qui était député de l'Allier, Oui. qui habitait Dompierre-sur-Bèbre. Et François nous avait dit, mais Michel, à travers la composition des tribunaux de commerce français, moi, je peux dresser la carte française de la franc-maçonnerie. Ça pose question. Quand on voit les mandataires liquidateurs parisiens, ils étaient tous membres d'une loge anglo-saxonne Rubino. Ils étaient tous membres de la loge Binot à Neuilly. Tous. Donc ça interpelle quand même. Ça pose question. Donc ça veut dire que la justice commerciale, en fait, elle est dans des mains sectaires. Je mets des guillemets à sec, parce que la franc-maçonnerie n'est pas reconnue en tant que telle. Et ça pose quand même question. Donc, on va arriver avec l'époque des tribunaux de commerce. Là, tu as baissé le son, là. Qui, tu as baissé le son, là, Michel. Michel. On a la Seconde Guerre mondiale. Oui, Michel, tu as baissé le son. On va avoir l'arrivée de De Gaulle. On va voir l'arrivée de De Gaulle. Voilà. Et vous savez ce que je vous avais dit de De Gaulle? Oui. Il avait été présenté à Churchill par Roland Jacquin de Margerie, voilà, qui était le fils de l'ambassadeur français en Allemagne, qui était l'homme providentiel des milieux financiers, qui s'était exilé à Londres, où il va créer l'ancêtre des services secrets français, il va créer le BCRA, et un service secret avec à sa tête le colonel Passy. Alors ça, c'est le pseudo. Cet homme, c'est André de Wavrin. Le vrai nom, André de Wavrin. Alors, je vous renvoie aux familles de Wavrin, Anne de Wavrin, qui a été la première femme de Bernard Arnault, vous allez comprendre. Toute cette famille, vous pouvez l'éplucher, la famille de Wavrin, vous allez voir, vous allez trouver du monde. Et son fils, Daniel, exercera des fonctions au sein du patronat français. Alors, il a été ingénieur en chef de l'armement. C'est lui qui a été directeur d'une usine d'armement qui s'appelait Lucher, qui était à côté de chez moi. Certains se rappellent peut-être de l'affaire Lucher, lorsque là, sous Mitterrand, la France, sur ordre des États-Unis, avait livré illégalement des armes à l'Iran pour attaquer l'Irak. Oui. L'affaire Lucher. Loucher. Oui. Sachant que la famille Lucher, Jean Loucher,
le grand ami de François Mitterrand, qui a été flingué en 46 au fort de Châtillon, pour collaboration avec l'ennemi, était le grand ami de l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz. Et vous retrouverez donc Monsieur Daniel de Wavrin, vous le retrouverez à la tête de l'UIMM, Lui, hein. l'Union des industriels des métiers de la métallurgie, où vous aurez l'énorme scandale, je vous invite à aller voir ça, le scandale de l'UIMM. Ben oui, C'est énorme. où est passé Yvon Gattaz, Pierre Gattaz et tout ça. Voilà. Et donc, il y a eu, alors c'est ce pauvre homme qui s'appelait Denis Gauthier-Sauvagnac qui lui a trinqué parce que c'est lui qui retirait les sommes en liquide pour aller financer tous les syndicats français, CGT en tête. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos milieux syndicaux, parce que généralement, ils bouffent dans la main de ceux qui vous éliminent. Qui les nourrissent aussi. Et je t'entends plus, Si, je mais c'est t'entends. pas grave. Si, je Tu t'entends. m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ouais. D'accord. Et voilà, donc ça, je vous redonne ça pour que vous compreniez. Et en fait, l'usine Lucher, qui était à Messy, à côté de chez moi, le responsable sécurité de l'usine Lucher, c'était Monsieur Bernard Courcel. Bernard Courcel, qui était aussi le gardien du musée d'Orsay, qui était aux mains d'Anne Pinjot, la maîtresse de Mitterrand. Monsieur, Monsieur Bernard Courcel, que Charles Pellegrini s'empressera de proposer à Jean-Marie Le Pen pour le mettre responsable du DPS, donc du service sécurité du Front National. Tout ça pour le compte de Mitterrand. Et Courcel sera impliqué déjà dans une sale affaire avec Claude Herman, qui a armé nos terroristes français. L'affaire Claude Herman, l'affaire Amédi Koulibaly. Alors j'espère qu'un jour, avec un inspecteur des renseignements, un ancien inspecteur des renseignements généraux, on pourra vous faire une émission sur les attentats. Vous verrez la baisse des attentats islamiques en France. Mais ça, c'est une autre Ah oui, affaire. oui, voilà. Donc là, tout ça, vous avez aussi le frère donc de Bernard Courcel, Nicolas Courcel, qui va être impliqué avec Kouchner dans le trafic d'organes au Kosovo. Le groupe 11. Donc tout ça, c'est de la barbouzerie. C'est de la barbouzerie totale. Ce sont des barbouzes. Et donc De Gaulle va accéder au pouvoir. Et il aura donc pour ministre un ancien du BCRA, ministre des territoires d'outre-mer, qui s'appelle Pierre Billotte. Pierre Billotte est un ancien ponte du BCRA. Il est le fils du général Gaston Billotte. Il est aussi, comme De Gaulle, hostile aux Américains. En 62, il est nommé haut commissaire en Algérie, d'où il en sera vite débarqué. Et il est maire de Créteil. Et cet homme intègre le gouvernement Pompidou et il va devenir très proche d'un garde des Sceaux. Ce garde des Sceaux, tu le connais, tu le connais, je suis sûr, ce garde des Sceaux, puisque je t'en ai parlé cet après-midi. Il est de ton coin, il habitait Contigné, dans le Maine-et-Loire, et cet homme, c'était le garde des Sceaux, Jean Foyer. Et Jean Foyer, c'est le père des faillites. Voilà. Jean Foyer, C'est c'est lui qui va être le créateur, la loi de. ça va être le créateur, tout simplement, de la loi de 1967. Alors, je vais être plus précis, c'est la loi numéro 67-563 du 13 juillet 67. C'est celle qui va décimer les PME, PMI françaises. Cette putain de loi, qui fait suite à la loi de 55 par les tribunaux de commerce. par les tribunaux de commerce. Et cette loi-là, elle va être remaniée en 85. Elle aura encore des effets encore ça va être encore plus pervers. Mais c'est ce qui fait la casse des entreprises Donc françaises. aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, Michel, cette loi-là est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur. Pour les tribunaux de commerce, qui aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ne concernaient pas les paysans. Alors oui, alors là, on va y venir aux tribunaux de commerce, tu vas voir, parce que il faut savoir que Jean Foyer,
fait partie du gouvernement Georges Pompidou. Oui, tout à fait. Georges Pompidou, qui est un ancien de la banque Rothschild, Bien sûr. comme Emmanuel Macron, hein, Oui. ancien associé gérant de chez Rothschild. Et c'est cette loi qui va être l'enfer des PME, des PMI. Et en fait, elle va être accentuée par les sales pratiques du gouvernement Chaban-Delmas, donc dès les années 70, suivi des effets désastreux du premier choc pétrolier de 73. Et là, vous vous rappelez que je vous avais parlé de la volonté synarchique pour la finance de mettre en fait, la haute fonction d'État, les grands corps de l'État, sous contrôle de la finance. Et ben là, ça va être réalisé par Giscard d'Estaing, ancien ministre des Finances du gouvernement Chaban, et c'est lui qui va créer ce qu'on appelle le CIASI. Le CIASI, c'est un organisme qui composé de tous les hauts fonctionnaires d'État, souvent de l'inspection des finances, qui vont avoir le droit de vie ou le droit de mort sur les entreprises françaises. C'est toi on te sauve, toi on te sauve, toi on te sauve, toi tu crèves. Et je vous invite à aller voir sur Citizen Light l'émission que j'ai fait sur Bernard Arnault. Vous allez comprendre parce que là je suis intervenu avec Hubert Marquis-Vraillance, qui est un ancien commissaire des renseignements généraux, et j'ai eu la chance qu'il connaissait très bien le sujet aussi, parce qu'on s'était pas du tout concerté avant de faire l'émission. Hein. Les émissions, on les fait vraiment tout de go. Hein. Et là, bah, effectivement, il avait une bonne connaissance sur le sujet, il valide complètement ce que je dis. Hein. Et là, en fait, l'empire Boussac, on l'a dépecé. Boussac, on a dépecé Boussac. Par contre, l'entreprise Wendel, puisqu'il y avait Monsieur Ernest Antoine Seyer qui était haut fonctionnaire d'État, bah, Wendel, on a nationalisé tous les actifs pourris de Wendel. Les Wendel criaient que l'État était en train de les déposséder. Et en fait, tous leurs actifs pourris, c'est l'État qui s'en est chargé, c'est le contribuable français qui a payé la casse. Sous Et les, pourquoi? sous les gouvernements à partir de 81, les nationalisations ont servi à des groupes type Wendel, mais il y en a eu d'autres, je l'ai lu dans le livre du Grand Patronat, à faire disparaître des actifs pourris de ces sociétés qui étaient en difficulté. Voilà. Et les Wendel se sont associés à Charles Schneider, Schneider, puisque oui. Madame Pompidou était la petite fille de Charles Schneider. C'est les débuts, c'est le Creusot-Loire, et c'est toute l'épopée du nucléaire. Creuselois, oui. Voilà. Hein, Et Wendel avait vendu à Unigrain la boulangerie, l'outil industriel de boulangerie dans le monde. Hein. tout à fait. Et Wendel, Donc, avec l'arrivée de Mitterrand, alors n'oublions pas que Mitterrand, c'est un ancien cagoulard. oui, Mitterrand, lui, va arriver au pouvoir et en fait, il va changer le nom du CIASI et il va transformer ça en Syrie. Donc, Comité interministériel de restructuration industrielle. Derrière ça est adossé le FSE, le FSI et la Banque des dépôts et consignations. oui, Et ainsi que le CODEFI, qui est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises. Et là, ça rebelote. Donc là, sous prétexte de sauver l'emploi, il y a des gens qui font des fortunes avec la restructuration d'entreprise. Donc, Tapi, hein, par exemple. Tapi, mais il n'y a pas eu que lui. Non. Je pourrais vous citer tout un tas de personnes qui se sont construit des fortunes avec la carte des entreprises, avec l'achat des entreprises à l'euro symbolique. Puisque quand l'entreprise est moribonde, je vous irai voir le groupe Valfond, l'histoire du groupe Valfond. Une boîte de sidérurgie qui a été reprise de briques et de broc avec des boîtes disparates à l'euro symbolique. Et tout ça a été revendu. Hein, c'était Michel Cohenka, qui tenait le stade de foot de Valenciennes. Cohenka va revendre 1,6 milliard son groupe à l'Union des banques suisses. Il y a des fortunes colossales qui sont faites derrière ces gens-là. Et derrière tous ces voyous, vous retrouvez un homme, Jean-Louis Borloo, avocat d'affaires, avec un cabinet de 52 personnes à son service, de tous ces voyous, que ce soit Borloo, que ce soit Cohenka, derrière, vous retrouvez immanquablement Jean-Louis Borloo.
Et l'homme préféré des Français, eh ben, passez-moi du peu, hein. L'ami Je de, n'ai jamais trouvé l'ami de Bernard Tapie. l'ami de Bernard Tapie. D'abord, le véritable Jean-Louis voyou, c'est Borloo, pas Tapie, c'est Borloo. Jean-Louis Borloo qui est venu dans des gouvernements de droite, rappelle-toi, avec Sarkozy. De droite comme de gauche, hein. Il est De très à droite l'aise comme dans de les gauche. deux camps. Voilà. Donc, et c'est là qu'on a effectivement le droit de vie et de mort sur les entreprises. Donc, ça, c'est l'ordolibéralisme. C'est l'interventionnisme de l'État sur l'économie. Tout ça, ça a été théorisé par l'Allemand Walter Eucken. Donc, on a un problème en France, c'est qu'on a une infiltration politique et une infiltration maçonnique ou par les sociétés secrètes des milieux syndicaux et consulaires. On l'a eu à travers l'affaire de l'UIMM, donc la franc-maçonnerie, qui est venue noyauter autour des CCI et même des chambres d'agriculture. Alors moi, je veux pas être, je n'ai rien contre les personnes, hein, je le dis bien, je veux pas porter préjudice aux personnes, mais il y a quand même des choses qui posent question. Moi, je vois autour du milieu agricole, j'en suis sorti moi du milieu agricole, hein, je suis en retraite aujourd'hui. Je vois des gens avec des QI d'huîtres. Ces gens-là, on les trouve sur tous les plateaux, ils sont invités partout. Sur les grands médias, ils sont invités partout. Ils ont des QI d'huîtres. Ils n'arrêtent pas de crier au Frexit, au Frexit, au Frexit. Ils sont la plupart du temps, ils roulent pour des anciens inspecteurs d'administration. Hein, moi, j'en connais un ancien inspecteur d'administration qui a fait l'ENA entre 2007 et 2009. Il a fait HEC en 2001 et 2008. Et il a parfaitement bien croqué au Parlement européen. Hein, il s'appelle Florian Philippot. Bon, ça pose question quand même quand on voit ces gens-là. Ils sont récupérés par ces gens-là. On voit je vais être un petit peu humoristique, mais des Dupont-Gnangnan. Hein, Dupont-Gnangnan, sorti de la promotion New Leaders quand même, de la French American Foundation. Excusez-moi, mais Dupont-Aignan, c'est un homme des États-Unis. Le gars, il est sorti de la promotion Young Leaders. Alors moi, je veux bien, mais ça, c'est des foutages de gueule, ces gens-là. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de faire de sauter dans toutes les cases. Ils sautent sur tout et n'importe quoi. On les voit sur les réseaux. Mais ces gens-là, ils traitent jamais des problèmes de fond. Alors, Jamais. toi, tu l'avais contacté pour le problème des commerçants qui étaient liquidés, justement. Oui, nous, à la CNET, on l'avait contacté. Hein, on lui avait fait un gros rapport. Et on s'est aperçu que le rapport, il l'avait jamais lu. Ils sont fous comme de sa première chemise. Et les carriéristes. Les mecs comme la salle, ça. La salle, pareil, carriériste. Les tapes dans le dos, les machins, tout ce qu'on veut. Mais ces gens-là ne roulent que pour leur gueule. Ils se foutent littéralement des PME, des PMI et de la condition agricole. Ils s'en tapent. C'est des gens qui sont de véritables carriéristes. Alors, on voit aussi des gens qui sont remplis les poches avec l'aide d'individus qui sont proches de mouvements néo-nazis. Hein, là, eu un cas où je vois un gars qui s'est rempli les poches avec une cagnotte montée par un type proche des mouvements néo-nazis toulousains. J'ai rien contre cette personne-là. Je n'ai rien. Moi, j'ai rien contre les gens. Faut qu'ils sachent que j'ai rien contre eux. Mais il est marié avec une chanteuse d'un groupe néo-nazi. Euh, et tout ça s'agit sous les bannières syndicales agricoles. Ça pose quand même question. Moi, je le dis bien, je n'ai rien à titre personnel contre ces gens-là. Rien. Qu'ils se rassurent. Mais quand même, ça, quand on regarde ça de l'extérieur, ça interroge. Hein, et je peux dire que ça fait franchement tâche sur le joli bonnet jaune. Ça fait tâche. Là, on se pose des questions. Parce qu'effectivement, on sait à quoi ils appartiennent, ces gens-là. On le sait. Alors moi, les milieux nazis toulousains, je les connais bien parce que les milieux néo-nazis que j'avais chez moi faisaient de fréquents déplacements sur Toulouse. Hein. J'en avais un ici, proche d'Hermans, qui lui faisait partie d'un club néo-nazi, un club de motards néo-nazis toulousain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de la tuerie. Et je ne ramène pas ça aux gens qui sont ici chez moi, hein, ces réseaux dormants qui sont partout en France. Enfin, rêvez-vous, ça c'est ce qu'on appelle les réseaux dormants. Hein, ils sont protégés par la gendarmerie, ces gens-là, ils sont protégés par la douane, hein, et ils sont utilisés.
Hein, c'est la plupart du temps des gens qui ont fait des mauvais coups dans l'armée, on les récupère pour faire de la basse besogne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire des 3 militaires qui ont été tués à Montauban. Le gars, il était de race blanche. Il a tapé dans une personne qui était juste à côté après, parce qu'il s'y est repris à 2 fois. Il en a tué 2 et le troisième, il a été obligé d'y revenir une deuxième fois. Et il a tapé dans une femme qui l'a identifié. Il avait un tatouage, voilà, il était identifié. Tout le monde savait que c'était pas Mera. Et ça, on s'est empressé de mettre ça sur les épaules de Mohamed Mera. Moi, je me demande comment des gens comme Joël Bouchité, hein, ancien patron de la DCRI de Toulouse, des Hugues Moutou, aujourd'hui préfet, ou des Claude Guéant, peuvent encore se regarder dans la glace quand ils se lèvent le matin. Moi, je me pose franchement des questions. Comment ces gens-là peuvent dormir tranquillement tous les jours avec ce qu'ils ont sur les épaules. Et là, je vous l'avais dit, quand vous votez pour les représentants consulaires, vous votez en fait pour vos égorgeurs. Dans les tribunaux de Votez, commerce, tu parles. hein. Alors, je vais vous présenter un certain nombre d'ouvrages, parce que moi, j'ai suivi tout ça à travers mes affaires personnelles. Hein, j'ai lourdement payé, hein, à titre personnel. J'ai lourdement payé. Vous voyez, j'ai commencé à une époque où il y a un bouquin qui est sorti, qui est celui d'Antoine Gaudinot, La mafia des tribunaux de commerce. Antoine Gaudinot. Et Gaudinot décortique toutes les affaires pourries, dont une affaire qui touche un abattoir breton, l'abattoir des frères Guérin en Bretagne, qui sont des 2 frères qui se sont modernisés, qui ont modernisé leur abattoir, et à qui on coupe les vives. Et ça, c'était à l'époque où Pierre Méneury, maire de Vitré, Maire de Vitré. était garde des Sceaux. Donc moi, je rencontre l'avocat des frères Monet, hein, qui s'appelait des frères Guérin, qui s'appelait Philippe Monet. Je rencontre Philippe, donc l'avocat, qui avait été quand même incarcéré 15 jours. Hein. Le procureur l'avait fait incarcérer le temps de l'appel. Parce que Philippe Monet porte plainte pour liquidation frauduleuse, parce que l'affaire elle était montée de toutes pièces. Et le proc fait incarcérer Philippe Monet pour qu'il ne puisse pas faire appel. Donc, il coffre l'abattoir, l'avocat des abattoirs Guérin de manière à couvrir la liquidation. Balèze. Et Philippe Monet, il était avocat à Saint-Brieuc, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et il me dit, Michel, je comprends pas, et toi, tu es dans le milieu agricole et tout, explique-moi pourquoi les mandataires liquidateurs sont tous propriétaires de packs de chevaux de course. Il me dit, mais à quoi servent les chevaux de course? Ben, j'ai dit, comme toutes les courses sont truquées, on a le dopage, avec les courses, on a le financement des partis politiques, sois pas étonné, ça permet beaucoup de choses, le cheval. Et là, tu parles de quelle Et donc, année? Philippe, ben, je l'ai perdu de vue, je sais pas ce qu'il est devenu. Donc ensuite, moi, je me suis rapproché d'Arnaud Montebourg, qui était le rapporteur donc de la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce. Et puis après, j'ai sympathisé avec un gars qui était industriel sur Dijon. Puis j'ai sympathisé avec le président, hein, qui s'appelait François Colcombé. Donc tout ça a donné lieu à un rapport parlementaire. Le rapport, je l'ai ici. C'est le rapport parlementaire, c'est celui-là. Hein, c'est le rapport parlementaire 1038, numéro 1038. Il a été déposé et enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 juillet 98. Il est paru au journal officiel le 3 juillet 98. Et là-dedans, vous avez toutes les malversations, tous les modes opératoires des mandataires liquidateurs pour piller les entreprises. Tu parles des tribunaux de commerce. Hein. Et je parle des scandales du tribunal de commerce. On est d'accord. Ça dure depuis des années. Des années. Alors, j'ai des amis à moi qui ont écrit un bouquin. Je ne sais pas si je l'ai là. Alors ça, c'est 2 amis. Et dans ces 2 amis-là, j'en ai un, voire 2. Et c'est même les 2 qui sont prêts à prendre le flambeau sur les tribunaux de commerce. Hein. C'est des gens qui sont âgés. Nous, on n'a plus rien à gagner de ça. Hein. On n'a rien à gagner dans cette affaire-là. Nous, on agit pour les jeunes générations. Et on agit pour vous, pour éviter que vous vous fassiez plumer. Hein. Et là, en fait, Didier Loisel et François Bourlet, qui sont des amis à moi, hein, ont écrit ce bouquin « Arrêtons le jeu de massacre ». Et en fait, en 10 ans,
Ces malversations ont donné lieu à 60 000 liquidations d'entreprises. En 10 ans, ce sont 600 000 liquidations d'entreprises qui ont eu lieu et qui ont touché en moyenne 6 à 7 salariés par entreprise. Alors, je ne sais pas si vous voyez en 10 ans le nombre de familles impactées par les malversations des mandataires liquidateurs. Alors, Une folie. tu veux dire que dans les commerçants, les tribunaux de commerce, les commerçants et les artisans, il y en a qui ont été liquidés pour des raisons économiques, sans doute, et tu veux dire qu'il y en a d'autres qui ont été liquidés, mais qui auraient pu conserver leur entreprise. C'est ça que tu Mais veux bien dire? sûr, parce que tout le système est pervers. Le système est pervers et c'est pervers pour les plus petits. Parce que, à la moindre difficulté, quand vous êtes en cessation de paiement, mais c'est pas parce que votre entreprise, vous êtes un mauvais gestionnaire. Vous pouvez avoir été victime d'une escroquerie. Vous avez pu avoir des impayés, ça arrive. Les impayés, oui. Vous avez une entreprise et vous avez deux ou trois gros clients. Ben, si vous avez un client qui vous claque dans les pattes, c'est un tiers de votre chiffre d'affaires qui s'en va, vous avez de la perte et vous pouvez vous retrouver fragilisé. Et en fait, là-dedans, on va vous demander en fait de fournir des pièces comptables, de prendre un comptable agréé. On va vous demander tout un tas de frais. Et la plupart du temps, les frais que vous allez occasionner pour essayer de vous sortir dans votre procédure de redressement, en fait, c'est ce qui va creuser le trou. Et c'est après être passé dans les mains de ces gens-là, d'avoir payé l'administrateur judiciaire, c'est là où vous vous retrouvez dans des situations inextricables. Mais derrière ça, il y a des malversations. Parce que les mandataires, ils savent très bien faire. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils vous grossissent le passif. Ils vous diminuent l'actif. Et eux, ils gagnent pas d'argent, vous savez. L'administrateur, lui, ça l'emmerde, les petites entreprises. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vous foutent carrément en liquidation. Parce qu'ils savent que de toute façon, voilà, c'est la meilleure manière, eux, de se payer. Il y a le problème. On touche au mode de rémunération des mandataires liquidateurs. Tout ça a été clairement identifié. Alors nous, on a été auditionnés. On a été auditionnés notamment par une femme qui était députée à Louhans, donc dans la circonscription de Montebourg, hein, qui avait remplacé Arnaud Montebourg, qui était une ancienne magistrate. Et on avait fait des propositions. Et vous savez qui est intervenu auprès de Lionel Jospin pour torpiller le projet de réforme? Jean-Louis Borloo. Alors, il faut que vous sachiez que quand vous votez pour vos représentants consulaires, en fait, vous votez pour vos égorgeurs. Vos représentants syndicaux sont pour la plupart, on va pas se mentir, dans le milieu commerçant comme dans le milieu agricole, sont des arrivistes. Ce sont des carriéristes et des arrivistes. Il y a très peu de gens comme moi ou comme Philippe qui luttons pour l'intérêt général. Donc là, tu fais référence en agricole à la FNSEA qui est là depuis 46. Voilà. Et le monde économique agricole, il fonctionne comme une mafia, où tout est gangréné. Banque, les commissions départementales, la protection sociale, la MSA, l'assurance, Groupama, tout est gangréné. Et je peux vous dire, j'ai payé pour voir. Moi, perso, j'ai payé pour voir. Donc, je vais vous expliquer, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment je suis arrivé là. Parce que je veux que vous sachiez, voilà, moi, j'ai pas de légitimité à parler de tout ça. J'ai juste fait un travail de recherche suite à ce qui m'est arrivé. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, en 84, on a eu des quotas laitiers. Michel Rocard. Michel Rocard. Et moi, j'étais le voisin, mes parents avaient la ferme voisine de celle de Pierre Bourban. Pierre Bourban, qui était le président de la SAFER de Basse-Normandie. Pierre Bourban, qui était dans tout, qui était Crédit Agricole, Conseil économique et social, il était fourré partout, ce mec. Partout. Alors, comme dirait Gilles Luneau, c'est génétique à la FNSEA. C'est génétique. Voilà. Et en 1984, donc vous êtes d'accord avec moi que les quotas laitiers, tout le quota de production de ceux qui partaient en retraite arrivait à la réserve départementale. On n'a pas éradiqué la surproduction laitière, on a éradiqué les petits producteurs. Bien sûr. Mais par contre, il y a eu énormément d'hectares qui se sont retrouvés
dépourvus de droit à produire. C'est quand il n'y avait plus de quota laitier sur la ferme, dur dur. Donc là, en Normandie, on a une chose particulière, c'est qu'on est une terre d'élevage et une terre de cheval. Oui. Et en fait, tous les terrains dépourvus de droit à produire sont tombés dans l'escarcelle d'arrivistes qui étaient pour certains membres du grand banditisme et qui se sont immiscés dans le monde des courses. Les terrains qui étaient à destination de l'agriculture vivrière, sont tombés dans l'escarcelle des jeux. Tout ça pour le plus grand bonheur des présidentiables. Surtout dans l'Orne. Surtout dans l'Orne. Pas que. Calvados. Oui, exact. Et chercher l'erreur, pourquoi les gens du Modem, dont M. Bayrou, notre Premier ministre, sont tous dans le cheval. Alors moi, je vous renvoie à un ouvrage, parce que je veux pas qu'on m'accuse d'être diffamatoire. Allez voir le livre qui s'appelle T comme tiercé. On vous explique qu'un charmant monsieur du Calvados, Michel Dornano, qui est mort sur un passage clouté, tamponné, Très connu. euh, il jouait des combinaisons complètes, en fait, il grugeait les petits parieurs. Et en fait, il y avait des sommes considérables qui étaient gagnées. Et en fait, tout ça venait garnir les valises du trésorier de M. Giscard d'Estaing qui s'appelait Hubert Bassot. Et Hubert Bassot, je l'ai très bien connu. D'ailleurs, j'étais même la veille de sa mort à Briouze dans son bureau, parce qu'il est mort comme Coluche contre un camion. Ça, c'est les méthodes préférées du SAC. Et en fait, l'homme de main d'Hubert Bassot, trésorier de Giscard, c'était le voisin de mon oncle. Donc ça, c'est des gens que j'ai côtoyés depuis que j'ai 3 à 4 ans. Ça, je vous parle de choses vécues. C'est pas lu dans les livres. Donc, une partie des courses truquées ont été affectées au financement des partis politiques. À l'époque, Voilà, c'était c'est ça. comme ça. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça, je peux vous le dire. J'ai des dossiers actuellement chez moi, je peux vous dire que c'est toujours le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Moi, je me suis installé à mon compte en rentrant de l'armée. Donc, je me suis installé en 83. Et en 85, je me retrouve avec un contrôle fiscal. Je me retrouve en taxation d'office parce que mon expert comptable n'a pas déposé mes comptes. Et l'expert comptable est un éminent franc-maçon qui fréquente les mêmes cercles que le directeur de la SAFER de Basse-Normandie, dont le président de la SAFER n'est autre que mon voisin et maire Pierre Bourban. Parce que ton comptable n'a pas déposé les comptes. Voilà. Donc c'était un coup de pute d'expert comptable. Je demande aux C'est impôts en taxation d'office quand c'est comme ça. exactement. Donc je demande aux impôts un délai. Le délai, on me l'octroie pas. Je tombe en taxation d'office. Et puis là, tranquille, je me retrouve avec un redressement fiscal de 100 plaques. Oui. Et vous voyez, dans les années 78-79, je vous avais dit que j'étais en Allemagne. Vous voyez, j'ai gardé mon insigne commando, vous voyez. Je suis passé par le centre d'entraînement commando numéro 7, celui de Trèves. Et l'insigne, je vais le poser sur le receveur du bureau de la TVA, et je vais lui dire, garçon, tu t'appelles bien Intel, t'habites bien Pérou, c'est bien toi qui te promènes avec ta pouffe tous les dimanches entre La Roche-Cropée et Bélou, et Pérou. Eh ben, j'ai dit, moi, c'est pas compliqué, chérie. Je vais te coller 20 litres d'essence sur la gueule, à toi et à ta grosse, et plus tu vas courir, plus tu vas cramer. Et vu l'époque où on est, puisque là, on est en plein mois de juillet, il fait chaud, les 7000 hectares de forêt domaniale, avec la fougère et les sapins, on ne retrouvera même pas ni tes cendres, ni celles de ta femme. Là, l'autre, il est devenu tout pâle, il est sorti du bureau, il est allé voir le chef de centre, il est revenu, il a ouvert le tiroir de son secrétaire, il a sorti le chéquier du trésor public, et je suis rentré avec un chèque de 19 900 000 balles. À Parce qu'avec les l'époque, saloperies du... oui, c'était en Ouais, francs. C'était en en francs. francs, Parce qu'avec les saloperies du comptable, la TVA, toute la TVA de mon stock était payée. Et on me réclamait encore du fric. Voilà. Alors, je suis le seul qui suis sorti vivant, en fait, de la taxation d'office. J'avais 7 de mes congénères qui, eux, n'ont pas cette chance-là. Et après, je retombe dans une escroquerie. Et une escroquerie qui touchait, parce qu'après, j'étais devenu constructeur de petits avions. Et là, chez moi, ici, il y avait un trafic international de drogue.
Et le trafic international de drogue, il avait lieu sur l'aérodrome de Bagnoles-de-l'Orne. Et il mêlait un homme des réseaux qui étaient montés par un type qui s'appelait John Palmer. Et John Palmer a refondu lors du plus gros braquage mondial. C'était tout simplement le casse de la Brinksmat à Londres, où 3,5 tonnes d'or ont été cambriolées. Et c'est en fait John Palmer qui a refondu l'or dans un bungalow à Bath, à côté de Bristol. Et cet homme est venu acheter le château de la Poupelière à Sainte-Honorine-la-Chardonne. Et ici, il avait mis la main basse sur un tas de boîtes de nuit, de bars et de boîtes de nuit. Et en fait, moi, ils avaient la trouille que je m'installe, comme j'étais instructeur, ils avaient peur que je m'installe instructeur à Bagnoles, et je suis tombé dans une gigantesque arnaque. Alors, pour que vous sachiez, c'est que le casse de la Brixmat, il a été blanchi par le plus grand cabinet d'avocats panaméens, Mossack Fonseca. Fonseca. Mossack et Fonseca, donc fils d'un ancien nazi, hein, Jürgen Mossack. Et en fait, ça, c'était les blanchisseurs du casse de la Brinsmat, mais qui blanchissaient aussi du fric pour la galaxie Sarkozy et aussi pour le premier ministre de l'époque, hein, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères anglais. Donc, je suis tombé sur un réseau énorme. Et là, je me suis retrouvé face à un réseau néo-nazi. C'est pour ça que le réseau néo-nazi, je le connais bien. Par contre, silence du procureur, parce que les procs, ils couvrent tout ça. Ils n'ont pas les épaules assez larges pour prendre des dossiers comme ça. Et donc, je suis sorti de mon escroquerie et là, je suis devenu agriculteur. Voilà. Alors, agriculteur, je me suis fait enfler par la MSA. J'avais une petite exploitation. Au départ, j'ai commencé, j'avais tout juste la SMI, la demi-SMI. Donc, j'étais bien en dessous des revenus minima, mais on me prenait quand même des cotisations plein pot. Oui, Je c'était à fais condamner l'hectare. la MSA. C'était à l'hectare à l'époque. À l'hectare, j'étais forfaitaire, mais là, on me prenait plein pot. Donc, au bout de 3 ans, moi, je fais une option revenu N-1. On ne prend pas en compte mon option et on continue à vouloir me piquer des cotisations sociales forfaitaires, alors que j'ai des revenus en dessous des minima, et j'aurais même pu toucher le complément RSA. Tu vois. Et là, il y a un moment donné, ma mère tombe, mon père décède, ma mère tombe handicapée. Pendant 10 ans, je m'occupe de ma mère, à qui on ne reverse pas la pension de reversion de mon père décédé. Donc ma mère va perdre plus de 32 000 euros de pension de reversion. Merci à Madame Véronique Pilette, directrice de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Et là, ils vont essayer de me mettre en redressement judiciaire amiable. Et là, je vais avoir la chance de tomber sur un magistrat intègre. Et je vais expliquer tout ce qui se passe dans le milieu agricole et je vais dire à ce monsieur, vous n'avez pas de problème de conscience, mais monsieur, est-ce que vous rendez compte ce à quoi on vous fait participer? Et je lui mets sur le bureau le rapport qui avait été fait sous Michel Rocard, le 10e plan agricole. Hein, parce que l'activité agricole, elle est planifiée par le Le commissariat au plan. 10e plan. Le 10e plan. Le 10e plan. Donc, il fait 100 pages. Hein, je l'ai, le rapport du 10e plan. Et j'explique tout ça au président de la Chambre du Conseil, qui devient tout pâle. Et je lui explique l'incidence du 10e plan pour alimenter le fameux plan pétrole contre nourriture avec l'Irak. Bien sûr. Je lui explique les liens. Et là, il devient complètement pâle. Et là, je pense que j'ai en face de moi une nouvelle avocate de la MSA, parce que la première avocate qui avait pris la MSA, elle est partie en courant. Elle n'a pas voulu s'occuper de cette affaire-là. Elle a laissé tomber la MSA. Et là, la MSA n'a pas retrouvé d'avocat. C'est tout simplement la rédactrice juridique de la MSA qui est en face de moi et qui déclare devant le président de la Chambre du Conseil, Monsieur Chanu ne nous en voulait pas. On nous a obligés à vous prélever des cotisations erronées. On a été obligés. Vous vous rendez compte? Et je ne sais pas si la plupart d'entre vous qui êtes agriculteurs, si vous vous rappelez du scandale de la Caisse centrale de 2002. Tu te rappelles de ça, Philippe? Oui, oui, oui. Des pages arrachées, la MSA gérée, encore plus mal gérée qu'un club de boulistes.
un directeur de la caisse centrale qui fait 240 millions de centimes quand même de salaire par an, À l'époque. 90 millions pour son sous-directeur, des frais de repas à 345 francs de moyenne par repas. J'avais même dit au président de la Chambre du Conseil, j'espère que chez ces gens-là, on ne prend que 3 repas par jour. Parce qu'à 345 balles par repas, c'était quand même pas mal. Voilà quel était le train de vie de votre caisse de protection sociale qui, par ailleurs, repompe la majorité du fric dans le régime général. On est franchement, quand je dis que les organismes agricoles sont gérés comme une véritable mafia, avec la prédominance de la présence de la FNSEA, on y est. Hein. Alors, Voilà, financé, une parenthèse, Michel, financé par le régime général, parce qu'aujourd'hui, il faut à peu près 15 milliards pour le régime de la mutualité sociale agricole. L'agriculture en verse 3, les paysans, il en vient 7 de l'État et 5 de la sécurité sociale. c'est ça. Ouais. Et là, en fait, on est face à des élus qui sont de véritables escrocs. Ils ont connaissance de tout parce qu'ils ont eu les rapports parlementaires. Ils savent que tout est dysfonctionnant. Ils savent que tout est pourri. Et là, il y a eu. Je recommande à certains d'entre vous ce bouquin, Le juteux business des faillites. Ça, c'est un bouquin à lire. Le juteux business des faillites. Et là, aujourd'hui, on a un scandale. On a un scandale qu'on est en train d'étouffer. Et ce scandale, c'est le scandale, tout simplement, de l'AGS, de l'Agence de garantie des salaires. C'est l'argent qui est destiné aux entreprises en difficulté pour payer la masse salariale Oui. et qui est allègrement détourné par les mandataires liquidateurs. Ça porterait, selon Anticor, sur un montant de 15 milliards d'euros. Ça, il y Vous a avez eu bien des entendu? rapports là-dessus, il y a eu des rapports là-dessus. Ouais, 15 milliards d'euros. Et c'est la patronne de la GS, Ouria Wimmer, qui avait déballé tout ça et elle a été menacée de mort. Hein, elle a été menacée, elle a été mise sous protection personnelle et tout ça est enterré. Donc la fête continue. Je ne sais pas si vous voyez. Ça Alors, concerne les tribunaux de commerce, pas l'agriculture. alors là, Dupond-Moretti 2024 vient de vous pondre les tribunaux d'activité économique. Oui, Vous allez avoir 12 tribunaux qui vont pendant 4 ans être à titre expérimental. oui, Vous allez avoir, là vous aviez la chance d'avoir des magistrats professionnels qui étaient des gens qui tenaient la route, oui. parce que ça se passe plutôt bien. Hein. Là jusqu'à présent, Pour être tout franchement, tout ce à qu'on a pu voir, enfin moi ce que j'ai pu voir sur le fonctionnement des tribunaux de grande instance en la matière, voilà, je ne tire pas à coups de boulet rouge. Hein. Ah non, moi je vais te dire, bon, il y a des liquidations bien sûr en agriculture, hein. Le problème, malheureusement, on le sait que c'est un problème de revenus, mais globalement, si on veut être honnête, si on se réfère au SAMU social agricole, à Solidarité Paysan et à d'autres, le tribunal judiciaire, les juges sont plutôt favorables au monde agricole et essayent de conserver les exploitations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont en liquidation, mais moi, j'ai pas le sentiment qu'ils sont contre nous aujourd'hui, Michel. Non, tout à fait. Mais là, ça va changer. Là, on est en train de vous mettre en place l'arme de destruction massive. C'est par là qu'on va vous avoir. Et ça, t'en es sûr, toi, Michel? Ah bah oui, oui, mais ça y est. Mais depuis, en poste depuis le 1er janvier 2025. Dans 12, dans 12 tribunaux de test. Vous faites TAE, hein, vous faites tribunaux d'activité économique. Vous allez avoir les juridictions qui sont concernées. Vous allez tout avoir. Alors, les responsables Donc, agricoles qui vont être dans ces tribunaux, ils vont être élus ou nommés par qui? alors, je t'explique. C'est très simple. Ce sont les chambres d'agriculture qui vont proposer des candidats. Ils vont proposer ces candidats au président de cour d'appel, Oui, qui vont transmettre au ministre pour validation. Pour être magistrat consulaire, il faudra avoir 30 ans révolus, oui, il faudra être depuis 5 ans inscrit au centre de formalité des entreprises oui, et avoir été 5 ans chef d'exploitation. d'accord.
Et ces gens-là bénéficieront de 2 jours de formation auprès de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. 2 jours, ça y est, vous êtes magistrat. On se moque de qui? Ah bah, c'est De grave. qui on se moque? Mais alors, est-ce qu'ils auront un pouvoir décisionnaire, ces gens-là? Ils auront le pouvoir décisionnaire. Et naturellement, le patronat, lui, le patronat ne veut pas dans les tribunaux de commerce, ne voulait pas de ce qu'on appelait les juvinages. Il veut pas de juge professionnel dans les tribunaux. Parce que nous, on avait proposé qu'il y ait effectivement un juge professionnel avec des assesseurs commerçants. Oui. Hein, ce qui aurait très bien pu être mis mais ça, surtout pas, ils en veulent pas. Pourquoi? Parce que les petits à qui ils cassent la gueule, ben eux, ils récupèrent les parts de marché. Et aujourd'hui, dans l'agriculture, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des gens de la FNSEA, vous allez avoir les gros lapins et les plus tordus. Eux, ils vont chercher qu'à vous bouffer la gueule. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est leur exploitation grossir. C'est tout ce qu'ils cherchent. Donc là, vous allez tomber dans le même piège que les commerçants. Je vous dis franchement, je vais être très franc. J'ai honte d'appartenir à un peuple de sans couilles comme le peuple français. Hein, j'ai honte. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il fallait mieux faire. Il faut mieux faire le boucher que de faire le veau. Il y a un moment, il faut quand même porter ses couilles. Hein, et quand je vois un peuple sans cervelle qui se précipite à chaque fois dans l'isoloir pour nous amener à la tête de l'État, comme ça s'est passé pour l'État français, un merdeux pervers qui après s'être fait tripoter la nouille lorsqu'il était mineur, hein, est devenu adorateur de Machiavel, faut quand même pas être bien sain d'esprit quand même pour amener des gens comme ça au pouvoir. Parce que là, Hein, Michel Obama, dans les tribunaux de commerce, Obama, si on voulait un peu atténuer les irrégularités qu'il risque d'avoir, il faudra avoir un représentant indépendant du monde agricole, non syndiqué, un représentant de tous les autres syndicats. Faudrait au minimum ça. tout à fait. Au moins avoir des assesseurs, mais au moins garder un magistrat professionnel. Mais Ah oui, pourquoi on a fait ça? Hein, parce que on a voulu désengorger les tribunaux de grande instance qui sont complètement engorgés. oui, Donc l'économique, ça les emmerde. Hein, il y a un avocat que je ne citerai pas qui a dit mais de toute façon vous inquiétez pas, votez à eux. Ce sera des tribunaux de commerce sous stéroïdes. Hein, vous connaissez les effets des stéroïdes anabolisants? Moi je rigole, hein, je dis bah là va falloir faire pisser, va falloir faire uriner dans la bouteille tous les guignols qui vont siéger là-dedans pour voir s'ils sont pas dopés. Hein, parce que allez voir les effets des stéroïdes, vous allez voir, vous allez comprendre mon humour. Hein, mais vous voyez un peu le boulot. Alors quand je vous parlais d'un président adorateur de Machiavel, vous savez ce que disait Nicolas Machiavel? Hein, il disait que la politique n'était pas là pour être morale, mais elle était là pour être efficace. Hein, c'est là-dedans qu'il a baigné notre président dans ses études. Mais Machiavel n'a pas dit pour qui elle devait être efficace et pour quels intérêts. Et Machiavel disait aussi qu'il y avait 2 manières de combattre. La première, c'était par la loi. oui, La deuxième, c'était par la force. La première manière était celle propre à l'homme. La deuxième méthode était propre aux bêtes. Mais que si la première ne suffisait pas, il fallait quand même avoir recours à la seconde. là, tu viens de me décrire ce qu'a fait notre président de la République avec les Gilets jaunes. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire. Hein, j'ai dit malheureusement, pour eux, mais nos gilets jaunes, ils n'ont pas eu assez de culture hein, pour lire Nicolas Machiavel. Alors moi, je dirais, France, fille aînée de l'Église, que sont devenus des enfants? Tes foules sont devenus homosexuels, tes curés sont devenus des traîtres et des pédophiles, tes veilleurs régaliens, que sont la police, la justice, les militaires, sont devenus des décérébrés, hein, qui sont devenus des gens imbus de leur suffisance et de leurs privilèges. Voilà dans quoi on est aujourd'hui. Et moi, je dis aux gens qui se raccrochent à la politique, ils n'ont plus rien à espérer de la politique. C'est aujourd'hui, c'est quand est-ce que la population civile va se mettre à réfléchir, à penser, à analyser, et puis à essayer d'élaborer des solutions. Parce que si on attend
comme un troupeau. Ben, je pense qu'on hérite ça de la monarchie. Hein, on a toujours espéré un sauveur. Mais il y a pas de sauveur en France. Il n'y a jamais eu de sauveur. Hein, regardez, je vais vous dire, De Gaulle. Hein, quand on me parle de De Gaulle, ça vous parle ça? C'était l'attaque du train de Neuvic. Hein, quand on était à la fin de la guerre, on a un préfet vichiste, lui, qui voulait pas passer par le peloton d'exécution. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à la résistance de s'emparer de l'argent de la Banque de France, qui devait être transféré de la Banque de France jusqu'à Bordeaux pour bénéficier aux nazis. Et en fait, ce sont tous les mecs de la résistance, les André Malraux, les Chaban-Delmas, toute cette racaille-là, qui s'est emparé du fric. Et là, il y a eu beaucoup d'argent qui est tombé du camion. Je peux dire, il y a des poches qui se sont gonflées. Et voilà comment sont arrivés au pouvoir les gens de la résistance. Je vous invite à aller lire ce bouquin, parce qu'il y a tous les comptes dedans. Hein. On a essayé de remonter où était passé l'argent. Je peux vous dire, il y a eu beaucoup d'argent de disparu. Voilà l'origine du gaullisme, Pour en, l'argent de la voyoucratie. pour en revenir à l'agricole, le tribunal de commerce, il faut qu'il y ait des magistrats professionnels absolument. Et au bas mot, si ça bascule au tribunal de commerce, il faut un représentant agricole indépendant de tout syndicat et de tout parti politique. C'est même lui qui devrait y être tout seul. Parce qu'après, qu'il y ait des représentants de syndicats, attention que le syndicat FNSEA ne détourne pas les terres pour ses copains. Parce que comme on le sait, ils sont en même temps président de la SAFER, président des CDOA, président. Bon, voilà. Donc il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Il est là le problème. Mais je suis pas sûr, tu sais, je veux pas nuire à qui que ce soit, mais je suis pas sûr que quand la coordination rurale, avec les profils, avec ce que je vois d'ailleurs, hein, parce que là-dedans, il y a des gens bien hein, dans la coordination, mais il y a aussi une sacrée bande d'arçouilles. Hein, moi, vous savez, les gens quand ils sont sincères, ça se voit. Tu penses à ceux Quand qui ils ont sont monté, malhonnêtes, ça se voit aussi sur la tête des gens. tu penses à ceux qui ont monté des cagnottes. Après, à la Non, non, pas que ça. Je pense à des leaders. Hein, quand on nous fait mine d'avoir découvert le groupe Avril, n'importe qui aujourd'hui, même les noms d'agriculteurs connaissent Avril, Sophie Protéol, tout le monde sait comment ça fonctionne. Quand on fait mine de découvrir, non mais franchement, là, il y a des gens vraiment, je sais pas ce qu'ils ont sous le bonnet, hein, Alors, mais franchement, mais le problème agricole, c'est que la FNSEA, tu sais ce qu'elle a fait, tu sais où elle nous a conduit au niveau français et européen. Tu as en face des gens très bien à la coordination rurale. Tu as, comme dans toute équipe, une partie de gens qui ont du mal à maîtriser. Hein, voilà, tu viens de le dire. Et tu as la même chose à la Confédération paysanne. le meilleur côtoie le pire. Et souvent, l'erreur des syndicats, c'est d'être politisé. Le reproche que je fais à la Confédération paysanne, c'est d'être proche des mouvements écologistes. Ils sont plus favorables aux mouvements écologistes qu'ils ne sont favorables à l'agriculture. Hein, si on poursuit nos émissions, et là, je vous ferai lire une lettre humoristique que j'avais écrite à José Bové. Je peux vous dire que le Bové, quand il a reçu sa lettre avec ses 85 documents annexes, on l'a plus jamais revu. Hein. Oui. Le C'est fait tout problème, petit. c'est quand ils se politisent. À partir du moment où on défend un modèle agricole, on doit être capable de parler à toute la classe politique. Mais à partir du moment où on se rattache soit à Sandrine Rousseau, soit à Marine Le Pen, soit à partir de là, d'ailleurs, c'est écrit dans les statuts des syndicats. C'est un truc que je comprends pas. Tous les syndicats ont écrit c'est écrit dans leur statut qu'ils sont apolitiques. Et le problème, c'est que cette frontière-là, ils sont pas capables de la bétonner. C'est ça. C'est ça. Je dis aujourd'hui, faut vraiment réfléchir sur des problèmes de fond. Et de toute façon, il faudra que la société civile, moi je pense que consommateurs, producteurs, tout ça, faudra se mettre ensemble, autour d'une table, avec des gens Je qui sont pense que le compétents pour pouvoir débat, élaborer des choses. je pense que le débat politique aujourd'hui, il est plus gauche-droite ou écolo contre pas écolo. Il est de savoir si on fait des politiques souverainistes ou si on reste du côté des mondialistes. C'est ça. Et puis ben, il faut quand même garder de l'activité dans nos territoires parce que ben, nous, on est en bout de course, hein, mais il y a encore les jeunes derrière. C'est les gamins qui vont payer la case de nos préférences.
Hein, c'est les mecs qui se mettent du pognon sur le dos pour reprendre une exploitation et puis qui vont pas tenir 5 ans et qui vont se faire bouffer. C'est des drames humains. Donc, C'est des drames humains qui viennent derrière ça. toi, le pronostic que tu fais des tribunaux de commerce, tu penses que ça va être une catastrophe pour les agriculteurs? Ça va être une cata pour le monde agricole. C'est évident. Alors là, c'est les TAE, là, ils sont en expérimentation pendant 4 ans. C'est à titre expérimental, mais à titre expérimental, mais les décisions, elles seront pas expérimentales. Donc, qu'est-ce qu'on dira dans 4 ans? Ah ben oui, on a peut-être fait une erreur. Ben oui, il y aurait eu de la casse entre nous. Hein, on se retranchera derrière le caractère expérimental de la chose, puis ben, qu'on a fait une erreur. Mais si tu veux, le souci qu'on a aujourd'hui, Michel, parce que là, on va arriver au mot de conclusion, on est à la fin des élections Chambre d'agriculture, là, à la fin du mois. Les gens qui ont envie de dégager la FNSEA, qui a fait énormément de dégâts, les gens, ils n'ont pas 50 solutions. Soit ils votent MODEF dans les 17 départements où il y a le MODEF, il y a le MODEF, soit ils votent pour la CONF, soit ils votent pour la SER. Tu vois, le problème pour éliminer la FNSEA, c'est un vote sanction. Tu es d'accord avec moi? On est enfermé là-dedans, Oui, comme on est enfermé dans le vote des partis politiques. oui, exact. C'est tout. Oui, Donc, regardez les parlementaires quand ils sont inféodés d'un parti politique. Hein, on dit qu'un militant, ou ça ferme sa gueule ou ça démissionne. oui. Vous n'êtes pas d'accord avec la lignée du parti, d'un parti. On est là-dedans. Et Et on est là-dedans. le souci, c'est que le régime parlementaire tel qu'il fonctionne, les institutions telles qu'elles fonctionnent, l'indépendant, le pur indépendant qui dit ce qu'il pense, hein, et qui reste droit dans ses bottes, il a aucun pouvoir. Il peut même pas déposer une motion de censure. On est bien d'accord? Il Ouais, sait ça. moi, j'ai côtoyé des gens qui étaient indépendants. Effectivement, ils n'ont aucun pouvoir. Ils font de la figuration. Et la plupart de ces gens-là, en plus, souvent, ce sont des carriéristes. Ils sont là parce qu'ils bénéficient. Moi, j'étais, à un moment donné, j'ai suivi Jean Lassalle. Jean Lassalle, moi, ça s'est très mal terminé avec Jean Lassalle. Je lui ai dit, c'est quatre vérités, hein. Moi, quand je vois des gens qui sont encore en train de caresser la salle, là, je me marre, car la salle ne roule que pour sa gueule, hein. Faut pas rêver, hein. On a compris ce qu'était la salle. Moi, le premier, j'ai compris, hein. Mais je lui ai dit, Jean, t'étais un excellent berger, t'es devenu un excellent illusionniste. Mais le jour où les gens vont se J'avais rendre compte cru qu'il n'y a à rien Jean, dans le chapeau, ça va te revenir dans la gueule, mon ami. Ben, ça lui est revenu dans la gueule, il est passé sous la barre, hein. moi Je sais aussi, même pas j'avais comment il s'en tire cru. financièrement, d'ailleurs, pour payer ses frais de campagne, hein. Moi aussi, j'avais cru à Jean Lassalle. Je pensais que c'était quelqu'un de qu'on pouvait aborder et tout. Et en fait, les gars, ils montent des boutiques pour eux-mêmes, quoi. Voilà. C'est ça. Mais dans le milieu politique, c'est ça, hein. On va pas se mentir, hein, Voilà. Roger. Le mot de conclusion, Michel, parce qu'il reste quelques minutes pour terminer cette vidéo. Ben, je pense va falloir faire des centres de réflexion. Je pense il faut s'allier entre personnes de bonne volonté. Il va commencer à falloir réfléchir, à monter des unités pour essayer d'élaborer ce qu'on peut mettre en place pour les années à venir, parce que pour rien attendre des politiques. Et quand j'entends les gens qui disent Frexit, 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 aujourd'hui c'est pas l'Europe qu'il faut mettre par terre, il faut réformer le mode de fonctionnement de l'Europe. Il faut réformer le mode de fonctionnement. C'est pas l'Europe en tant que telle qui a un problème, c'est comment fonctionnent les instances dirigeantes européennes. Il est là le pépin. La belle preuve, c'est les amis qu'on a en Angleterre, qu'on fait le Frexit. T'as vu dans quel état ils sont, les Ah ben, agriculteurs? l'Angleterre, c'est une catastrophe, c'est une cata, c'est une cata. Et là, les gens qui veulent nous emmener là-dedans, ce serait le pire. De toute Je suis façon, pas du tout pro-européen, hein, mais au niveau agricole, moi je l'ai dit et redit, je dis pas que je suis pour l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, avec Ursula von der Leyen, t'es comme moi, on déplore ce fonctionnement européen, ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on a dit ça, allons voir les agriculteurs dans le monde qui ne sont pas rattachés à l'Union européenne ni à l'euro. Ils vivent mieux que les Français? La réponse, c'est non. c'est non, bien sûr. La réponse, c'est non. Donc, l'Europe est un problème, le fonctionnement de l'Union européenne est un grave problème, mais est-ce que c'est le sol? Certainement pas. Non, tout à fait, on est d'accord, mais pour arriver à ça, il faut faire un travail d'analyse que les gens ne font pas. Bien Le sûr. problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont sur les réseaux, ils sont sur la télé, et il y a tout et n'importe quoi. Moi, je le dis, quand il y a des gens qui occupent les réseaux, mais qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont rien, ça sert,
ça fait du divertissement, quoi. C'est malheureux, quoi. Nous, on n'est pas dans le divertissement, on est là pour dire qu'est-ce qu'on fait demain pour les jeunes générations, parce que c'est eux qui vont Voilà. payer De toute l'ardoise. façon, Michel, la preuve, on l'a tous les jours. Tu as décrit un peu l'évolution, hein, voilà, même avant 45. Mais si on prend de 45 à venir aujourd'hui, c'est pas l'Union européenne qui a mis par terre toute la paysannerie française, hein. C'est pas vrai. Non, C'est tout à fait. des, On est bien d'accord. c'est des décisions politiques franco-françaises. Tout à fait. On est d'accord. On est bien d'accord. Bon, et ben sur ce, on se dit à la prochaine vidéo, peut-être dimanche soir maintenant. Ok. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, ce serait bien, bah, qu'on continue. Tu vois, ce qui serait bien, c'est que, tu vois, qu'on puisse inviter quelqu'un comme André Pochon ou des gars Oui, qui ont oui, oui, connu, on va essayer parce que c'est d'élargir. encore mieux pour vous, parce que quand on a des gens qui ont connu les époques, qui ont Voilà, traversé. voilà. Euh, je sais pas, André Pochon est quelqu'un de très très âgé. Je sais pas s'il serait encore d'accord, tu vois, mais ce serait très intéressant On va qu'on fasse voir. un truc avec lui parce que D'avoir lui, des il a vécu, il invités. peut en parler. D'accord, de toute façon, je te dis à dimanche, on refait une émission dimanche soir, comme ça les gens qui nous suivent sauront qu'on recommence dimanche soir. Et entre-temps, moi je vais passer quelques vidéos sur l'actualité, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des mails là. Donc je vais faire une ou deux vidéos entre les deux. Et puis je te dis à dimanche soir, Michel. Merci beaucoup. Voilà. Donc la conclusion, tribunaux d'activité économique d'Angers. Ben oui. Voilà. Vous êtes prévenus. Merci Michel de ta participation et à bientôt. Merci à vous tous et merci pour vos commentaires. Franchement, ça fait chaud au cœur, hein. Merci, Ça, c'est une récompense. Enfin, pour moi, c'est une récompense parce que vous êtes vraiment dans vos commentaires, vous avez été top. merci Michel. Allez, À dimanche. Merci. bonsoir à tous. Merci. Merci. Tout plaisir est pour moi.